d'arriver ici. Il faut bien savoir que lorsqu'ils arrivent au Québec maintenant, ils n'arrivent pas dans une province comme les autres. Ils arrivent dans un État qui a son propre modèle d'intégration. Ils arrivent ici sachant qu'ils ont des devoirs, des responsabilités, sachant qu'ils sont bienvenus, que les Québécois veulent les accueillir, que le gouvernement a des responsabilités, mais qu'ils doivent accepter ce contrat social, sans quoi, bien, ce n'est pas une bonne idée de venir ici. Maintenant que c'est clair, avançons dans cette direction. Désormais, pour immigrer au Québec, il va falloir signer un contrat, signer une entente avec le gouvernement. Une entente qui va te mettre en gage en disant que tu es obligé ou encore tu t'alignes à respecter les lois, les principes, la culture du Québec. Il n'y aura plus des affaires du genre où je suis là, j'essaye de faire comme je peux, mais je garde ma culture, je garde mes enfants avec notre culture d'origine et tout. Non, désormais, tout ça, ça ne sera plus possible. Dès que tu t'engages pour le Québec, tu dois signer une entente, tu dois signer un contrat. Comme tous ceux qui sont déjà ici, les résidents permanents, je pense qu'aussi les temporaires font ça. Ceux qui sont ici, il y a ce que vous faites et qu'on appelle l'objectif intégration. Donc, ça fait partie de l'intégration. Il y a des modules qu'on vous fait écouter avant de vous délivrer votre CSQ, bien sûr. Il y a une formation qu'il faut passer. Mais désormais, ça sera encore plus compliqué ou encore ça sera encore plus sévère en t'engageant par signature peut-être que tu acceptes les conditions de la culture d'ici. Donc, toi, y compris tous ceux qui t'accompagnent, tes enfants et tous ceux qui viennent avec toi, vous allez respecter les cultures d'ici. Il n'y a plus de fait que je vais garder ma culture ou bien je serai acculturé, comme si on peut le dire. Non, je vous laisse écouter le ministre de l'Immigration et de l'Intégration du Québec. Il va expliquer clairement les points de cette nouvelle loi et je pense qu'après ça, ça va vous permettre de prendre une bonne décision pour ceux-là qui veulent venir bâtir leur avenir ici, y compris faire leur avenir avec leurs enfants. Je pense que ça va vous clocher dans la tête afin de prendre une bonne décision avant de vous engager. Aujourd'hui, je pense que c'est un jour important avec l'adoption de la loi 84, loi sur l'intégration à la nation québécoise. Pour la première fois, on édicte notre modèle qui s'appelle l'intégration nationale. On retourne le multiculturalisme canadien là où il aurait dû rester, c'est-à-dire dans les limbes de l'histoire. C'est un modèle qui a toujours été nuisible pour le Québec, qui n'a pas bien permis d'accueillir et d'intégrer des personnes en leur envoyant le message, oui, qu'ils étaient bienvenus, mais surtout qu'ils arrivaient sur un territoire qui est déjà habité, qui arrivait au Québec, une nation qui est distincte, une société distincte avec sa culture commune, sa langue, son histoire, son parcours historique, ses valeurs et son désir de tendre la main à des gens qui viennent de partout. Certains ont fait le procès du modèle avant même qu'il soit édicté en le qualifiant d'assimilationniste. Je rejette ce terme. Ce n'est pas de l'assimilation. Et c'est important de le dire. On dit que la culture québécoise est la culture commune. On dit que ça inclut pas seulement les arts et les lettres, mais aussi nos traditions, notre manière de vivre, etc. Mais on dit aussi que les nouveaux arrivants, s'ils sont invités à les comprendre, à les connaître et à y adhérer, sont invités aussi à y contribuer. Et ça, c'est extrêmement important. On veut que les gens qui arrivent ici, de partout, puissent apporter leur couleur, apporter leur contribution à partir de leur culture d'origine. Donc, cette ouverture-là est très importante et c'est dans ce sens-là où le modèle intégration nationale est un modèle fier, mais aussi un modèle de main tendue et d'ouverture. Je termine en disant que à l'avenir, on a un contrat social qui est clair, qui engage l'État, tous les Québécois, peu importe leur origine, et les nouveaux arrivants, les gens qui font le choix du Québec. C'est un contrat social dont ils devront prendre connaissance avant d'arriver ici. Il faut bien savoir que lorsqu'ils arrivent au Québec maintenant, ils n'arrivent pas dans une province comme les autres. Ils arrivent dans un État qui a son propre modèle d'intégration. Ils arrivent ici sachant qu'ils ont des devoirs, des responsabilités, sachant qu'ils sont bienvenus, que les Québécois veulent les accueillir, que le gouvernement a des responsabilités, mais qu'ils doivent accepter ce contrat social, sans quoi, bien, ce n'est pas une bonne idée de venir ici. Maintenant que c'est clair, avançons dans cette direction.
Bien, on change le narratif, on change le contrat social, je le dis, jusqu'à, on va dire, la semaine dernière, quelqu'un qui songeait à venir au Canada et donc à venir peut-être au Québec pouvait se dire, bien, j'arrive ici, au Québec, et puis dans le cadre du multiculturalisme canadien, l'État se donne un devoir, c'est celui de me permettre de garder ma culture et ma langue d'origine. C'est ça le multiculturalisme canadien. On vit les uns aux côtés des autres, puis le gouvernement a comme le rôle d'être bien, bien certain que vous conserviez vos cultures, vos langues. Parce que le Canada dit, les autres, ça n'existe pas la nation canadienne, c'est un État post-national. Toutes les nations du monde existent, sauf la nôtre. Et ça, c'est le message qui est envoyé encore aujourd'hui par le Canada. À partir d'aujourd'hui, quelqu'un qui pense quitter son pays d'origine, il pense s'installer quelque part au Québec, bien, il va lire un contrat social qui est différent. Il va dire, oh, attends une minute, est-ce que je veux vraiment venir au Québec? Oui, probablement avec un plus grand enthousiasme qu'hier, ça selon moi. Mais dans certains cas, ils vont peut-être dire, ben non, là, moi, je voudrais arriver puis imposer mes valeurs, imposer mes coutumes, imposer mes cultures. Je n'ai pas l'intention d'apprendre la langue française. Je n'ai pas l'intention là, de devoir connaître une culture distincte. Et à ce moment-là, il est bien au courant. Et ça, je pense que c'est important. Ce qui va changer aussi, c'est l'ensemble du gouvernement et la posture de tous les ministères, de tous les organismes, de toutes les municipalités, de tous les CPE, de toutes les écoles publiques, de toutes les écoles privées subventionnées, de toutes les cégeps, de toutes les universités, qui sont autant de moteurs d'accueil et d'intégration. Tout ce monde-là aura maintenant une cohérence, tout ce monde-là aura le même guide de référence qui est l'intégration nationale et devront se gouverner en conséquence avec ça, ce qu'on n'avait pas jusqu'à hier encore. Il va y avoir des documents qui vont être produits, qui vont être diffusés dans ces lieux-là. Est-ce que c'est ce qu'on comprend? Bien, il va y avoir d'abord une politique nationale, une politique qui sera interministérielle, gouvernementale, qui sera préparée, déposée, mise en œuvre avant l'élection de 2026. Il va y avoir aussi un guide de compréhension, un guide de mise en œuvre pour les ministères qui financent directement des organismes. Donc, on va clarifier tout ceci et ces choses-là s'appliqueront lors du dépôt de la politique. Bon, on avait dit au dépôt du projet de loi que vous donniez le pouvoir de retirer du financement à un organisme qui ne respecterait pas la politique. Je sais que vous avez amené des amendements au projet de loi, mais ce pouvoir-là demeure. Oui, la notion de retirer, je veux faire attention, là, il n'y a pas un organisme qui va se faire retirer son financement actuel au milieu de l'année, etc. Mais une fois qu'on aura clarifié les choses avec notre politique nationale, alors l'ensemble des articles seront en œuvre et tous les ministères, tous les organismes, les municipalités, etc., lorsqu'ils vont subventionner un projet d'un partenaire, vont devoir s'assurer que ce projet-là est compatible avec les fondements du modèle d'intégration nationale. Refuser de financer un projet, mais vous n'allez pas enlever le financement. On n'enlèvera pas un financement en ce moment là, qui est en cours, les projets. Là. On est un État de droit. Là. Les gens ont soumis des projets dans un cadre qui est différent. Ça continue. Mais à terme, pour octroyer un financement à un projet, il faudra s'assurer qu'on respecte le modèle et les fondements. Et c'est totalement logique. Si on ne le faisait pas, les gens nous le reprochaient. On disait, mais la main droite ne parle pas à la main gauche. On fait quelque chose qui n'est pas cohérent. On veut une cohérence gouvernementale. Comment vous allez évaluer, disons, dans 1 an, 2 ans, 5 ans, le succès de cette loi-là? Il va y avoir, justement, dans 5 ans, un rapport quinquennal de mise en œuvre pour voir de quelle manière ça s'articule, quels sont les impacts, est-ce qu'il y a des ajustements à faire. Donc, c'est déjà prévu dans la loi. Les mesures qui permettent de déterminer si les nouveaux arrivants s'intègrent bien à la nation québécoise? Ça va être inclus dans la politique. Donc, les critères du rapport seront dans la politique, mais on peut penser à, je vous dirais, la maîtrise de la langue, la connaissance du Québec, la connaissance de ses valeurs, etc. Mais écoutez, il va falloir définir ça dans la politique. Aujourd'hui, on est dans la sanction de la loi. Des objectifs chiffrés, je ne sais pas, un pourcentage de réussite au test des valeurs, une intégration par la langue ou un taux de réussite dans les cours de francisation. Est-ce que ça pourrait être... Ça pourrait aller dans cette direction-là. Pour la langue, on a déjà notre charte de la langue française, on a déjà l'OQLF, puis on est habitué de mesurer dans plusieurs indicateurs la langue. Là, on arrive avec un concept qui est différent. L'intégration, c'est plus difficile à mesurer, à quantifier. On sera peut-être plus dans le qualitatif que dans le quantitatif. Mais je veux faire les travaux avec les collègues. C'est moi qui ai porté le projet de loi, mais tantôt, j'ai nommé toutes les institutions là, qui seront touchées. On va travailler ça avec chaque collègue, chaque autre ministre, pour voir de quelle manière ça peut s'articuler dans son ministère, dans ses organismes. Puis les indicateurs, je ne ferai pas ça tout seul. C'est un travail gouvernemental. Est-ce que vous avez adopté un amendement aussi qui précise que la politique peut s'appliquer dans les cégeps, dans les collèges privés subventionnés, les universités, les CPE?
C'était quoi l'objectif exactement de cet amendement-là? Est-ce que, par exemple, vous pourriez imposer des obligations de laïcité dans les écoles privées subventionnées? Bien, je vais vous dire, on va écrire cette politique-là avec les collègues. Donc, dans certains cas, ça peut être avec ma collègue à l'enseignement supérieur. Dans d'autres cas, ça peut être avec mon collègue à l'éducation. On a, comme on dit, plusieurs chaudrons sur le feu en ce moment. On a mon collègue Bernard Drainville qui travaille la laïcité dans les écoles. Ma collègue Suzanne Roy va dans cette direction-là pour les CPE. Puis j'ai le comité, là, Pelchat-Rousseau, qui va nous fournir un rapport au mois d'août. Et ce rapport-là, il va probablement amener à une modification législative, mais on pourra en tenir compte aussi dans la rédaction de la politique. Donc, je ne peux pas présumer du rapport, des réflexions qu'on va faire, mais c'est sûr que parmi les fondements de l'intégration nationale, il y a la langue française, mais il y a aussi la laïcité. Juste pour préciser, l'ajout de ces établissements-là dans la loi, c'était pour vous laisser... ou en tout cas, ouvrir une porte à potentiellement appliquer... Bien, c'est un souci de clarté parce que l'article tel qu'il était écrit au départ permettait de viser les CPE, les écoles privées subventionnées, les cégeps, les universités. C'était prévu de toute manière. Là, on est venu l'écrire de manière plus limpide, plus visible. Mais ce n'est pas une modification de sens, c'était déjà possible. Sur la question de la francisation, là, par rapport au rapport du commissaire, une des recommandations, c'était notamment de cesser les subventions aux entreprises pour la francisation. Est-ce que vous êtes fait une tête sur cette recommandation-là? On est au travail là, pour donner suite au rapport du commissaire. Mais je ne ferme pas la porte à aucune recommandation en ce moment-ci. J'ai déjà eu une séance de travail avec mon équipe de cabinet, mais aussi ma sous-ministre et des sous-ministres adjoints et des directions. Donc, on va voir de quelle manière on peut améliorer encore la francisation aux entreprises. Sur les moyens de le faire, là, je vais me garder un peu de temps de réflexion, mais c'est sûr qu'on va améliorer. On déploie encore Francisation Québec. C'était la première année où Francisation Québec structurait puis définissait la francisation en entreprise. Donc, c'est sûr qu'on est en amélioration continue. Là, c'est le tout début. Mais on va tenir compte des recommandations. On verra de quelle manière on pourra améliorer les choses. Concernant la Charte de la langue française, les dispositions concernant l'affichage entrent en vigueur dimanche, puis il y a des entreprises, notamment la FCEI, ce matin, signe une lettre ouverte avec le Conseil canadien du commerce de détail, qui disent « on n'est pas prêt, on n'est pas prêt ». Donc, les entreprises, vous leur dites quoi? Bien, ce qu'on leur dit, c'est que d'abord, c'est important de voir la ligne du temps. Là. Ça a été adopté en 2022. On voulait leur donner 3 ans. En 2022, déjà, c'était clair. Là, la nette prédominance du français, c'est pas dans le règlement, c'est dans la loi. Le règlement, vraiment, sur le détail, la mise en œuvre, ça fait 1 an qu'il est connu. Depuis 1 an, je comprends que tout le monde n'a pas eu le temps de faire 100% des travaux pour que les devantures de celles qui doivent être modifiées là, sont modifiées. Ça, je le comprends. Mais qu'on me dise qu'on n'a pas commencé, qu'on n'a pas communiqué avec la Ville pour voir les règles, qu'on n'a pas communiqué avec l'OQLF pour être certain, qu'on serait juste en dérogation de la loi sans rien avoir commencé parce qu'on n'a pas eu le temps. En 1 an, on a le temps de faire bien des choses. Là. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut à tout le moins être capable de montrer à l'Office québécois de langue française, qui est chargé de l'application et de la supervision de ça, bien, il faut à tout le moins être capable de montrer à l'Office que c'est en chantier, que la réflexion est faite, que le contrat avec l'enseigniste est là, qu'on a posé des questions à l'Office québécois et qu'on a obtenu des réponses, qu'on est en train de se conformer. Donc, c'est l'Office québécois qui fait l'accompagnement aux entreprises, mais il faut être capable de montrer qu'on est en train de se conformer. Je sais, par exemple, je vais vous donner un exemple, je sais que les magasins Home Depot ne sont pas tous conformes au moment où on se parle, mais je sais qu'ils ont eu des discussions très productives avec l'Office québécois de la langue française et ils ont une entente, puis ils sont en train de se conformer. Donc, tous les magasins ne seront pas conformes le 1er juin, mais la bannière est en marche, est accompagnée, est soutenue et l'Office québécois les accompagne. Donc, il n'y a pas de question ici de dire qu'ils seraient qui dérogent au principe. Ils sont en train de le faire. Je sais, par exemple, j'ai un autre exemple, le magasin Bolt Barn. Je pense, peut-être pas sur tout leur magasin, mais une grande partie de leur magasin ont reçu l'information en même temps que tout le monde, puis eux sont déjà conformes. Donc, c'est possible de le faire. C'est possible de le faire. Puis je le répète, l'Office québécois de langue française est là pour accompagner. Si vous êtes au sein d'une entreprise, vous savez que l'affichage n'est pas conforme ou vous avez un doute, communiquez avec l'OQLF. Ils vont vous aider, ils vont vous soutenir, ils vont vous accompagner. Et le simple fait qu'ils vous accompagnent fera que vous êtes considéré comme en démarche plutôt qu'en infraction.
Donc, c'est une très bonne chose de communiquer avec l'Office québécois de langue française. Déjà des indications sur, par exemple, le pourcentage d'entreprises qui ont déjà amorcé des démarches auprès de l'OQLF? Je n'ai pas ces chiffres-là à ce moment-ci.